Est-ce un aveuglement pour la suite, pour la guerre d'après que préparaient les Russes ? Cavoli, il faut lire ce qu'il dit, il est le patron des forces américaines en Europe. Malgré d'importantes pertes sur le champ de bataille en Ukraine, l'armée russe se reconstitue. Nous prévoyons que la Russie produira 250 000 obus d'artillerie par mois, ce qui la met en bonne voie pour constituer un stock 3 fois supérieur à celui des États-Unis et de l'Europe réunis. Oui, parce que la Russie alors avait un outil industriel qui était suffisamment conséquent et qu'elle a remis au goût du jour au moment de cette guerre. Elle avait d'un reliquat de l'outil industriel soviétique qu'elle a modernisé, qu'elle continue de moderniser, et surtout, elle s'y est mise depuis 2022. Nous n'avons pas modernisé, nous n'avons pas investi, nous avons fait des déclarations, mais les productions en face n'ont pas énormément évolué en réalité depuis 2022. C'est très gênant, franchement. Et donc, c'est une réalité industrielle. Et donc, en fait, vous avez un pays qui fait sérieusement la guerre, et nous qui avons fourni des stocks, mais qui ne sommes pas rentrés réellement dans une économie de guerre. La Russie, hélas, s'y est mise depuis très longtemps, puisque non seulement elle a travaillé son outil industriel, mais après 2014 et les sanctions décidées par l'Union européenne, notamment sur l'agriculture, la Russie a fait en sorte de devenir souveraine sur le plan alimentaire, agricole. D'ailleurs, c'est une catastrophe pour l'agriculture européenne et française en particulier. Donc, ça veut dire que, évidemment, la Russie se prépare. Et avec, en plus, une façon de constituer des armements qui est beaucoup plus simple et rapide que ce que font, par exemple, les Européens et notamment les Français, c'est-à-dire des armes de très haut niveau, absolument fabuleuses, mais qui nécessitent beaucoup de temps pour être produites. Beaucoup d'argent. C'est-à-dire que la Russie a des matériaux, des composantes qui sont simples, qu'on peut acheter même sur le net. Donc ce qui donne une capacité de production extrêmement forte. Alors, évidemment que Vladimir Poutine pousse son avantage. Évidemment que des négociations avec lui, c'est un jeu face à un menteur, bien entendu. La question, c'est en effet de regarder très concrètement où on en est, quels sont... Oui, ça a été dit, les intérêts des différentes parties en présence et en particulier des Américains. Or, on sait depuis le début que les Américains ne veulent pas aller vers une guerre trop ouverte. Et c'est pas seulement Trump, Joe Biden avait déjà commencé à se retirer. Donc, on sait que dans ce contexte-là, les Européens n'ont pas les moyens de remplacer les Américains. Et donc, si nous ne discutons pas pour arrêter momentanément cela, évidemment que ce sera momentané, mais si nous ne faisons pas cela, le risque, c'est de pousser les Ukrainiens à faire défaut, tout simplement, et à être dans une situation encore pire. Xavier Titelman, sur les données militaires. L'accord de 2022 d'avril 2022 était davantage favorable aux Ukrainiens que ne le serait un accord aujourd'hui. C'était des fausses négociations. On n'a pas perdu du temps. C'était des fausses négociations. Tout le monde sait que la Russie n'aurait jamais accepté et que c'était juste pour gagner du temps. Et ça, tous les observateurs... Non, tout le monde ne le sait pas. Les observateurs le disent tous, tous ceux qui sont impliqués là-dedans. Non, ce n'est pas vrai. Sur les côtés militaires. Aujourd'hui, il y a des tendances militaires qui sont à un affaiblissement de la capacité russe de continuer. Et on le voit kilomètre après kilomètre. Ça, j'en suis pas persuadé. Parce qu'ils tiennent quand même. Pas du tout persuadé. Bernard-Henri Lévy le dit tout le temps. Mais alors, Xavier, il y a une incohérence. Si c'est vrai, c'est pas le moment de négocier. Dans l'histoire, il n'y a aucune armée qui négocie. Pardon. Soyons francs. On ne négocie pas quand on est en position de force. En réalité, soyons honnêtes. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Reculer de moins en moins, être de plus en plus capable de tenir le front, ne veut pas dire qu'on est capable de reprendre le terrain. Quand les Russes prenaient 800 km² en novembre, ils en prennent 200 en avril et ils en prendront encore moins au mois de mai. Et cette tendance structurelle à être capable de moins en moins de progresser, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la Russie doit comprendre que quels que soient ses efforts, quelles que soient ses pertes et quelle que soit sa production d'obus, 3 millions d'obus sur l'année, je crois pas que ce soit le triple de ce que font les Européens et les Américains réunis. Je pense vraiment qu'on est en train, faut pas surexagérer aussi notre incapacité à produire. Donc réellement, notre tendance structurelle est de voir la Russie se fatiguer et les Ukrainiens mourir pour rien. Si on fait la paix demain, si on arrête le cessez-le-feu demain, et bien si on attend 2 mois de plus, il y aura 400 km d'Ukraine qui seront envahis en plus et il y aura 40 000 morts et blessés en plus, ça ne sert à rien. Donc effectivement, le plus tôt est le mieux. Il n'y a qu'une seule chose, c'est le bien fondé d'une guerre. Les Ukrainiens, ils sont du côté de l'histoire. C'est eux qui ont raison. C'est pour ça qu'ils vont perdre les Russes. Tout puissants qu'ils soient et surarmés qu'ils soient. Moi, je voudrais vous dire une petite chose. J'entends encore ici, là, en France, des gens qui disent « Oui, l'Ukraine, c'est une province de la Russie. On parle le russe. » Comment ? C'est un
moi je suis bien placé pour vous le dire, je suis d'une famille qui était des grands propriétaires russes en Ukraine. C'est la terre la plus fertile de toute l'Europe. Eh bien, ils nous détestaient, les Ukrainiens, déjà depuis 3 siècles. Et maintenant, en plus de ça, ils sentent qu'ils sont du côté du bien. Et moi, je pense que le bien gagne. Il n'y a pas que le pape qui dit ça. Moi aussi, je le dis. Regardez la carte. Regardez la carte. Elle est quand même très parlante quand on compare à ce qui est en train de se passer, puisqu'on parle de ça. Si on rapporte à ce qu'est la France, voilà. S'il y a un cessez-le-feu, ce sera sur cette ligne-là. C'est-à-dire qu'une énorme portion du pays restera occupée. Et encore une fois, dans l'histoire, quand on est en position de force, on ne négocie pas. Ça n'est pas vrai. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Quand on veut bien négocier quand on se dit qu'on ne peut pas aller plus loin. En réalité, personne n'est en position de force. On dicte ces conditions. Après, la question, c'est vraiment pour moi la position vis-à-vis des États-Unis. C'est qu'en fait, aujourd'hui, si c'était un duel Russie-Ukraine, la Russie gagnerait et serait effectivement pas dans une situation où elle aurait envie de négocier. Elle chercherait à imposer ses conditions. En revanche, le rôle des États-Unis est décisif dans cette affaire. Si les États-Unis décident que les Russes sont de mauvaise foi, ne veulent pas négocier et décident de soutenir l'Ukraine, c'est ça le risque pour les Russes. Et là, l'Ukraine peut avoir de grands succès. Là, l'Ukraine peut avoir de grands succès si les Américains la soutiennent. L'Ukraine peut retrouver les capacités d'enrayer toute velléité offensive russe à court terme. Et donc ensuite, on rentre dans une situation qui est beaucoup moins favorable pour la Russie. C'est-à-dire qu'on rentre dans une guerre d'usure et au bout d'un moment, les Russes n'ont pas envie non plus que cette guerre dure 10 ans. Donc ils sont dans une situation où ils ont intérêt à évacuer les États-Unis de l'équation. En fait, c'est ça leur objectif aujourd'hui dans cette négociation, à mon avis. Moi, je pense qu'il faut distinguer en fait 2 horizons différents de temporalité. Il y a le premier horizon de temporalité qui est maintenant. Et maintenant, on s'aperçoit effectivement que le front est quasiment gelé, qu'il n'y a pas de progrès effectivement de la Russie, il n'y a pas non plus de capacité de l'Ukraine, c'est évident, de reprendre le territoire perdu aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. Et les assauts des Russes deviennent de plus en plus terribles, de plus en plus monstrueux. Moi, je l'ai vu sur le... Enfin, voilà. Et vous avez eu un témoignage de Didier François il y a peu, effectivement, sur LCI, qui montrait la difficulté aussi, évidemment, de tenir le front quotidiennement. Donc ça, c'est une réalité, mais en même temps, l'Ukraine se renforce aussi considérablement sur le plan militaire. Quand même, l'année dernière, 1,5 million de drones produits, 3 millions cette année, des missiles balistiques, de plus en plus de technologies. Donc on a quand même un autre acteur, il n'y a pas que la Russie, qui est en train d'acquérir des capacités vraiment de très long terme. Deuxièmement, si on regarde sur le moyen terme, moi je regarde, encore une fois, la volonté quand même du régime russe, c'est une volonté de destruction totale. Et donc la question n'est même plus de savoir, je dirais, si on négocie aujourd'hui, pourquoi faire. Le vrai sujet, c'est sur la capacité de se réarmer sur le moyen et long terme. D'abord pour sauver l'Ukraine à terme, ensuite pour nous défendre nous-mêmes. Et moi, je crains que si l'on dit à un certain moment, voyez, on a une sorte de cessez-le-feu ou d'accord de paix négocié, certes, on sait que ce ne sera pas stable, et que derrière, vous allez avoir les opinions publiques, et évidemment alimentés par l'ensemble de la 5e colonne, ici et ailleurs, qui vont dire, oui mais voyez, il y a un accord de paix, pourquoi se réarmer ? À quoi ça sert ? Pourquoi continuer à aider l'Ukraine ? Et donc je crains que ça n'engendre en fait une tendance au repli qui sera funeste pour notre sécurité, au-delà même de la sécurité de l'Ukraine. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment ce piège de la négociation, qui est un piège concret, matériellement sur le terrain, mais qui est aussi une forme de piège politique. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que tous ceux qui, aujourd'hui, pensent qu'il faut absolument se réarmer parce qu'on est en danger, ce qui est vrai, y aient pensé avant, quand ils s'imaginaient que les États-Unis étaient nos amis et que donc il n'y avait pas besoin de s'armer parce que les États-Unis pourvoiraient. C'était un peu avant qu'il fallait penser à la souveraineté. Il faut le rappeler de temps en temps. Sur le passé. Si, bien sûr qu'il faut, parce que ça évite justement de reproduire des erreurs. Donc aujourd'hui, en effet, au moyen et long terme, il faut réarmer. Et pour ça, il faut justement avoir conscience que ça va nécessiter un effort, que ça va nécessiter une organisation, c'est-à-dire une redéfinition de l'Alliance Atlantique entre les pays européens avec le Royaume-Uni. Bref, que c'est pas juste des grandes proclamations. C'est les gens commencent à prendre conscience de ça. De recoordonner les armées européennes. Natacha, les gens, vraiment, je sens, moi, dans l'opinion, que ça commence. Il y a vraiment une prise de conscience maintenant. Je pense. Oui. Franchement. Il était temps.
oui, voilà, c'est comme ça. Les temps humains sont lents. Le problème que moi je crains, c'est que le jour où Donald Trump n'est plus là et où on retrouve à nouveau un gentil président américain bienveillant vis-à-vis de l'Europe, alors là, en revanche, on va avoir toute une partie des Européens qui vont considérer que finalement cette pente est-elle déjà en train de se manifester? Quand on voit que les Danois sont insultés par Trump, ils achètent quand même des F-35. M'énervez pas. Et donc ça vous fait mal, hein? Regardez, faites un plan. Il souffle. À chaque fois qu'on parle du F-35. Voilà. Donc ils achètent quand même des F-35. Ils se font insulter. Ils ont les seaux d'ordures sur la tête. Trump parle même de prendre par la force leur territoire. Non, ils achètent quand même des F-35. Les Belges achètent quand même les F-35. Les Allemands. Est-ce que tous ces gens sont pas en train de se dire, malgré tout, le parapluie atlantique, c'est ce qu'il y a de mieux? En réalité, on se réjouit que ça revienne tranquillement. On vit dans le même monde que ce que décrivait Thucydide dans la guerre du Péloponnèse, c'est-à-dire les forts font ce qu'ils veulent et les faibles souffrent ce qu'ils doivent. Les petits pays sont obligés de se trouver un parrain, et aujourd'hui les États-Unis c'est le parrain, avec des méthodes qui sont effectivement assez proches du film du même nom, mais il n'empêche que pour les Belges, pour les Danois et aussi pour les Allemands, dont en plus l'appareil militaire est extrêmement intégré à celui des États-Unis depuis les années 50, c'est la pente naturelle. Donc ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. De ce point de vue-là, est-ce que France, avec l'arme nucléaire, on est parrain, du coup? On est parmi ceux qui protègent. Les déclarations de Friedrich Merz dans ce sens-là, quand il y a eu quand même cette révolution. On se souvient des déclarations de Merz qui étaient assez extraordinaires. Je reviens juste sur un point, mais avec lequel je ne suis pas du tout en désaccord. Oui, on n'est pas uniquement en désaccord avec Natacha sur certains points. Je pense aujourd'hui que de toute manière, les Américains n'ont jamais été, je dirais, totalement nos alliés. Je veux dire, on a eu les avertissements que moi j'avais souvent dénoncés, vraiment dans votre sens. C'est-à-dire que quand Obama nous a lâchés complètement en 2013, alors que nous étions prêts, c'était le président Hollande, à frapper le régime syrien dans la Ghouta, alors que le régime Obama n'a rien fait en 2014, que sans prévenir les alliés, ils se sont désengagés d'Afghanistan, ça c'était à l'époque de Joe Biden. On pourrait même dire que du temps de George W. Bush, quand ils n'ont strictement rien fait pour la Géorgie en 2008, je veux dire, on avait déjà tous ces signes. Et donc je pense que le réarmement de l'Europe, on est complètement d'accord, il aurait dû venir beaucoup plus tôt. Mais nous n'étions pas très nombreux, effectivement, à plaider en ce sens. Il ne s'agissait pas de s'affranchir des États-Unis, de dire non, ce ne sont plus nos alliés, ce n'est pas le sujet. Mais le sujet, c'était de se renforcer. Je pense qu'il fallait au secours des Russes. Parce que les peuples pratiquent le déni exactement comme les personnes. Les Russes n'ont pas fait leur examen des crimes de Staline, de la fin du communisme. Ils ont avalé tout ça. Et il y a c'est pas seulement parce qu'ils sont terrorisés par le régime qui est violent, mais c'est aussi parce qu'ils vivent dans le déni. Donc tout ça, peut-être, va aussi faire prendre conscience. Moi, je les vois, les Russes. J'en vois beaucoup avec mon festival de films russes. Évidemment, je fréquente des intellectuels qui sont pas pro-Poutine et qui sont même exilés. Mais il y a un travail à faire sur la Russie, pour que la Russie se démocratise, pour que la Russie prenne conscience de tout ça, et que notre attitude aura évidemment une importance. La façon dont nous montrons pas du tout écrabouillés et pas du tout victimes ni de Poutine, ni de Trump, ni de personne. Mais le discours de Richard von Weizsäcker, le plus important, le discours du 8 mai 1985 exactement, où il a reconnu la culpabilité des Allemands, pas uniquement du régime hitlérien. C'était 40 ans, par définition, après le 8 mai 1945. Est-ce que dans 40 ans, et ça je n'en sais absolument rien, vous aurez un président russe ou des autorités russes et des Russes qui seront capables de reconnaître cette culpabilité collective devant l'histoire, et la culpabilité judiciaire étant celle de certains individus, mais cette culpabilité collective, moi je n'en suis malheureusement c'est-à-dire qu'il y a une différence fondamentale entre l'Allemagne et la Russie, c'est qu'il y a un des deux pays qui a perdu une guerre mondiale entre les deux et pas l'autre. Donc, et justement, c'est pour ça effectivement que la Russie doit être défaite. Puis vous savez, ce 9 mai, c'est un scandale ce qu'il a fait Poutine. Il s'est complètement approprié de cette fête, qui était une fête pour la mémoire des morts. Mais vous savez que 30 millions de morts en Russie, c'était 2 fois trop. En Union soviétique, vous avez raison. Et Staline est horriblement coupable parce qu'il n'y aurait pas dû y avoir autant de morts. Ils envoyaient au
casse-pipe, et quand ils ne voulaient pas y aller sans aucun équipement dans le froid, on les fusillait, le NKVD les fusillait parce qu'ils étaient déserteurs. C'est incroyable. Et on continue cette espèce de légende, et donc Poutine, il entretient ce mythe, et tout son peuple accepte ça parce que c'est un peu confortable, le déni.